Bonjour, je suis Alice et aujourd'hui pour ouvrir cette série d'été intitulée « Et si l'été était l'occasion de se rencontrer autrement ?», j'avais envie de commencer par un sujet fondamental, un sujet discret, un sujet dont on parle souvent avec des phrases toutes faites, mais rarement avec assez de douceur. Aujourd'hui, on va parler du lâcher-prise, ou plutôt de ces personnes qui n'arrivent jamais vraiment à lâcher prise. Celles à qui on dit « tu devrais te détendre, arrête de penser ». Profite un peu, relaxe-toi, tu prends trop la tête. Et qui intérieurement ont juste envie de répondre « j'aimerais bien. Si je savais faire, je le ferais ». Parce que parfois se détendre, ce n'est pas naturel. Parfois se poser, ça fait culpabiliser. Parfois le repos inquiète. Parfois même en vacances, le cerveau continue. Il pense au travail, à la maison, aux enfants, aux rendez-vous, aux papiers, aux courses, à ce qui n'a pas été fait, à ce qui pourrait arriver, à ce qu'il faudrait anticiper. Et même quand tout semble calme autour, dedans, ça continue de tourner, encore et encore. Si tu te reconnais dans ça, j'aimerais déjà te dire quelque chose d'important. Il y a une raison à ce que tu vis. Tu n'es pas bizarre, tu n'es pas cassé, tu n'es pas condamné à vivre ainsi. Et ce qui peut se comprendre peut aussi se travailler. Pourquoi est-il si difficile de lâcher prise ? Parce que non, tu n'es peut-être pas quelqu'un qui aime trop contrôler. Tu n'es peut-être pas simplement stressé de nature. Tu n'es peut-être pas quelqu'un qui ne sait pas profiter. Peut-être que ton cerveau fait exactement ce qu'il a appris à faire. Et ça change tout. Parce qu'on parle souvent du lâcher prise comme si c'était une décision. Il suffisait de choisir, comme si un matin, on pouvait simplement se dire « Allez, aujourd'hui, j'arrête de contrôler ». Mais en réalité, le lâcher-prise n'est pas seulement une décision mentale, c'est quelque chose que le système nerveux doit pouvoir autoriser. Et c'est une nuance immense. Parce qu'on ne demande pas à quelqu'un qui se sent en danger de se détendre. On ne demande pas à quelqu'un qui se noie de respirer calmement. On ne demande pas à un corps en alerte de faire comme si tout allait bien. Le cerveau humain a une mission principale, celle d'assurer notre survie. Pas notre bonheur, pas notre plaisir, pas notre sérénité, juste la survie. Et lorsqu'il croit qu'il y a un danger, même un danger émotionnel, même un danger invisible, même un danger ancien, il reste en vigilance. Il observe, il anticipe, il contrôle, il vérifie, il prévoit, il pense. Et parfois, à force de fonctionner comme ça, on finit par croire que c'est notre personnalité. Je suis comme ça, je pense trop, je suis anxieux, je suis perfectionniste, je suis hyper contrôlant. Mais souvent, ce n'est pas une identité, c'est une adaptation. Et il y a une grande différence entre les deux. Une identité, on croit qu'elle est figée. Une adaptation, elle, peut évoluer. Quand le repos devient inconfortable. Je rencontre souvent en séance des personnes qui me disent « Je ne comprends pas pourquoi je suis toujours fatiguée. Je dors, mais je me réveille épuisée. Je n'arrive jamais à débrancher. Même quand je suis posée, je pense à tout. Même en vacances, je n'arrive pas à profiter. » Et parfois, elles ont honte. Elles se disent « J'ai tout pour être heureuse, je ne devrais pas me plaindre, il y a pire que moi. » Alors elles se jugent, elles se forcent, elles essaient de se raisonner. Mais plus elles essaient de se calmer par la force, plus elles se sentent en échec. Parce qu'on ne calme pas un système nerveux en le grondant. On ne crée pas de la sécurité intérieure avec des reproches. On ne guérit pas contre soi. On commence souvent à avancer quand on cesse de se faire la guerre. J'aime bien utiliser cette image. Imagine qu'à l'intérieur de toi, il y ait une petite sentinelle, une petite gardienne. Son rôle est de surveiller toujours. Elle regarde, elle anticipe, elle vérifie, elle prépare. Elle essaie d'éviter les mauvaises surprises. Elle pense à tout. Et pendant longtemps, cette sentinelle t'a peut-être rendu service. Peut-être qu'enfant, il fallait sentir les ambiances, prévoir les réactions, ne pas faire de vagues, être sage, fort, responsable. Peut-être qu'il fallait s'occuper des autres. Peut-être qu'il fallait grandir trop vite. Peut-être qu'il fallait mériter l'amour, ne pas déranger, ne pas montrer sa tristesse, être utile, être irréprochable. Alors cette sentinelle est devenue très compétente. Tellement compétente qu'elle ne sait plus vraiment quand elle peut se reposer.
Et ce qui est touchant, c'est qu'elle ne fait pas cela pour te faire souffrir, elle fait cela pour te protéger. Quand on commence à voir les choses comme ça, quelque chose change. On arrête progressivement de se demander « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» Et on commence à se demander « Qu'est-ce que mon histoire m'a appris ?» Et cette question-là est beaucoup plus douce, elle ouvre de la compréhension. Et la compréhension est souvent le début du changement. Parce que beaucoup de personnes ne se sont pas épuisées uniquement parce qu'elles font trop de choses. Elles sont épuisées parce qu'elles ne se sentent jamais suffisamment en sécurité pour arrêter. Et ce n'est pas la même chose. Certaines personnes vivent le repos comme un danger, comme quelque chose qui les rend vulnérables, comme quelque chose qui les met en faute, comme quelque chose qui leur fait perdre leur valeur. Alors dès qu'elles s'arrêtent, une petite voix apparaît. Tu devrais faire autre chose. Tu perds ton temps. Tu n'en fais pas assez. Tu pourrais être plus productive. Tu n'as pas mérité ce repos. Et parfois, le problème n'est pas qu'on ne sait pas se détendre. Le problème, c'est qu'on culpabilise dès qu'on le fait. Cette culpabilité aussi a une histoire. Elle n'est jamais là par hasard. Quand on a appris que sa valeur dépendait de son utilité, se reposer peut devenir inconfortable. Quand on a appris qu'il fallait tout gérer, déléguer peut devenir inquiétant. Quand on a appris qu'il fallait être fort, demander de l'aide peut devenir presque impossible. Quand on a appris qu'il fallait prévoir pour être en sécurité, ne pas anticiper peut donner l'impression de se mettre en danger. Alors parfois, ce qu'on appelle hyper-contrôle, c'est surtout une stratégie de survie. Et une stratégie de survie, on ne l'arrache pas, on ne la juge pas. On ne bat pas brutalement, on la comprend, on la remercie et petit à petit, on apprend au système nerveux qu'il existe aujourd'hui d'autres possibilités. La charge mentale invisible. Et maintenant, j'aimerais te parler de quelque chose que beaucoup de personnes vivent sans même s'en rendre compte. Je crois que beaucoup de personnes ne savent plus ce qu'est un vrai repos intérieur. Pas seulement dormir, pas seulement s'asseoir, pas seulement partir en vacances, je parle d'un repos plus profond. Celui où le cerveau cesse momentanément de surveiller. Celui où on n'est plus en train d'anticiper 10 catastrophes possibles. Celui où on n'est plus en train de se porter le monde entier dans sa tête. Parce qu'on peut être allongé sur une plage et avoir un système nerveux qui continue à courir le marathon. Et c'est là que la charge mentale devient invisible. Faire les courses en pensant au rendez-vous. Préparer un repas en pensant au linge. Regarder une série en pensant au papier. Être au travail en pensant à la maison. Être au lit en préparant déjà demain. Toujours, 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 comme si le cerveau ne s'autorisait jamais une vraie pause. Extérieurement, tout fonctionne. Tu souris, tu assures, tu gères, tu fais ce qu'il faut. Alors les autres ne voient pas forcément le prix que cela coûte. Parce que être celui ou celle qui pense à tout, c'est parfois être celui ou celle qui ne se repose jamais vraiment. Et derrière ces personnes que l'on admire, il y a souvent une immense fatigue. Une fatigue qui ne se voit pas, une fatigue qu'on ne mesure pas toujours, une fatigue de vigilance, de responsabilité, une fatigue d'anticipation, une fatigue d'être fort depuis trop longtemps. Apprendre à tout porter seul. Et peut-être que toi aussi tu connais cette sensation, cette impression que si tu lâches, tout va tomber. Si tu ne penses pas à tout, quelque chose sera oublié. Si tu ne contrôles pas, quelqu'un va être déçu. Si tu demandes de l'aide, tu vas déranger. Si tu dis que tu ne vas pas bien, tu vas devenir un poids. Alors tu continues, tu avances, tu souris, tu réponds « ça va », même quand ça va pas vraiment. Et cette phrase « ça va », parfois elle raconte tellement de choses. Elle raconte les larmes retenues, la fatigue cachée, les besoins mis de côté, les appels à l'aide qu'on n'ose pas formuler. Je crois qu'il y a une différence importante entre autonomie et hyper-indépendance. L'autonomie, c'est pouvoir faire seul, mais aussi pouvoir recevoir de l'aide. L'hyper-indépendance, c'est avoir l'impression qu'on n'a pas vraiment le choix. C'est croire qu'on doit tout porter, tout gérer, tout encaisser, parce qu'au fond, quelque chose murmure. Si je ne m'occupe pas de moi, personne ne le fera. Et cette phrase ne naît jamais dans le vide. Beaucoup de personnes ont appris très tôt à ne pas trop demander, ne pas trop pleurer, ne pas trop déranger, ne pas trop avoir besoin. Alors elles sont devenues responsables, matures, fortes, présentes pour les autres,
Mais lorsqu'il s'agit d'elle, c'est plus compliqué. Recevoir devient inconfortable. Demander devient difficile. Déposer devient presque menaçant. Et pourtant, avoir besoin des autres n'est pas une faiblesse. C'est profondément humain. Nous sommes des êtres de lien. Nous avons besoin d'être vus, entendus, réconfortés, soutenus, accompagnés. Pas parce que nous sommes faibles, mais parce que nous sommes humains. Parfois, la première révolution n'est pas de tout changer. C'est simplement d'oser dire « Aujourd'hui, c'est difficile. Je suis fatiguée. J'aurais besoin d'aide. J'ai besoin de soutien. » Et pour certaines personnes, ces phrases sont déjà un immense pas, parce qu'elles vont à l'encontre de toute une vie d'apprentissage. Ce que notre histoire apprend à notre cerveau. Pour comprendre tout ça, il faut peut-être revenir un peu en arrière. Quand je parle de tout ça, je veux vraiment être claire. Il ne s'agit pas de chercher des coupables. Il ne s'agit pas que de dire que tout vient de l'enfance. Il ne s'agit pas de pointer du doigt les parents ou l'histoire familiale. La vie est beaucoup plus complexe que ça. Mais parfois, sans que personne n'ait voulu nous faire du mal, notre cerveau a appris certaines choses. Il a appris à observer, à sentir les ambiances, à repérer les tensions, à être sage, à ne pas déranger, à mériter sa place, à prendre soin des autres, à être utile, à être fort. Et ces apprentissages peuvent rester longtemps, même adultes. Parce que le système nerveux ne connaît pas notre âge, il connaît juste les expériences. Un enfant ne se demande pas « qu'est-ce qui ne va pas chez les adultes autour de moi ?» Très souvent, il se demande « qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» Et ça, c'est bouleversant. Parce qu'un enfant est prêt à tout pour préserver le lien. Même à croire qu'il est trop sensible, trop compliqué, trop exigeant, trop émotif, trop intense. Alors certains enfants deviennent très sages, très faciles, très responsables. Ils comprennent vite, ils attendent le bon moment, ils ne font pas de bruit. Et parfois les adultes disent « Quel enfant mature ! Elle est tellement autonome, il ne demande jamais rien !» Mais parfois cette maturité est une adaptation. Une belle adaptation, une adaptation intelligente, mais une adaptation quand même. Et plus tard, ces enfants deviennent souvent des adultes empathiques, attentifs, fiables, des adultes qui ressentent tout, qui voient tout, qui remarquent tout, qui repèrent immédiatement quand quelqu'un ne va pas bien. Et je ne vois pas forcément des personnes trop sensibles. Je vois des personnes dont le cerveau est devenu très compétent pour détecter les signaux. Parce qu'à un moment, cette compétence leur a servi. Il n'y a rien de honteux là-dedans, vraiment rien. Mais ce qui a été une solution à un moment peut devenir un poids plus tard. Parce qu'un jour, la vie change. On n'est plus dans le même contexte, on n'est plus cet enfant. Mais le cerveau, lui, continue parfois comme si rien n'avait changé. Comme s'il fallait encore tout prévoir, tout surveiller, tout contrôler, tout porter. Et c'est souvent là que commence la souffrance. Parce qu'on n'a plus seulement besoin de survivre, on a envie de vivre, de respirer, de ralentir, d'habiter son corps autrement. Quand le corps aussi vit en mode survie. Et justement, le corps aussi a appris. On croit parfois que le stress est seulement dans la tête. Alors on essaie de penser autrement. On se répète « Tout va bien, il n'y a pas de danger, calme-toi ». Mais le corps, lui, continue. Les épaules restent contractées, la mâchoire se serre, le ventre se noue, le sommeil devient léger. La respiration se raccourcit, le cœur s'accélère, le cerveau tourne et on finit par se dire « Je comprends avec ma tête, mais mon corps n'a pas compris ». Et souvent, c'est exactement ça. Un système nerveux ne se calme pas seulement avec des explications. Il se calme avec des expériences répétées de sécurité. Parce que le corps se souvient. Il apprend à être en tension, à être en vigilance, il apprend à anticiper. Et quand il a appris ça très longtemps, il peut oublier comment faire autrement. Certaines personnes vivent alors avec des douleurs, des tensions, des réveils nocturnes, une fatigue permanente, une impression de ne jamais vraiment récupérer. Et elles se disent « Pourtant je dors, pourtant je suis en vacances, pourtant je devrais aller bien ». Mais dormir et se sentir en sécurité, ce n'est pas toujours la même chose. Être immobile
et être réellement au repos, ce n'est pas toujours la même chose. Prendre des vacances et permettre au système nerveux de se relâcher, ce n'est pas toujours la même chose. Parce qu'on peut être immobile extérieurement et continuer à courir intérieurement. J'aime bien cette image, celle d'une voiture dont le moteur reste allumé en permanence. Parfois elle ralentit, parfois elle s'arrête, mais le moteur continue de tourner. Alors forcément, à un moment, tout le système s'épuise. Et beaucoup de personnes ne sont pas fatiguées de leur vie, elles sont fatiguées d'être toujours en tension, toujours en train de penser, toujours en train d'anticiper, en train de tenir. Quand on comprend cela, on voit les choses autrement. Le problème n'est pas que ton système nerveux ait appris à survivre. Le problème, c'est qu'il croit peut-être qu'il doit encore le faire aujourd'hui. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il peut apprendre autre chose. Pas du jour au lendemain, pas avec une formule magique, pas en se forçant, mais progressivement, avec de la sécurité, avec des expériences nouvelles, avec de la douceur, avec un accompagnement adapté. Ce qui peut vraiment changer. C'est pour ça que les « il suffit de » ne suffisent pas. Il suffit de lâcher prise, hein. Il suffit de respirer, il suffit de penser positif, il suffit d'arrêter de stresser. Non, pas toujours. Pas quand le système nerveux est en mode survie. Parce que ces phrases peuvent même devenir culpabilisantes. Si c'était si simple, tu l'aurais déjà fait. Tu n'aurais pas échoué. Tu as fait de ton mieux avec les ressources que tu avais. Et parfois, ce dont on a besoin, ce n'est pas d'une injonction de plus. C'est d'un espace où l'on peut enfin déposer. Un espace où on n'a pas besoin d'être fort. Pas besoin d'être parfait, pas besoin d'aller bien. Pas besoin de mériter sa place. Et c'est exactement ce que j'aime dans l'accompagnement. Bien sûr, il y a des outils. La sophrologie, l'hypnose, le travail sur le corps, la respiration, les sensations, la sécurité intérieure, mais avant les outils. Il y a la relation, il y a l'accueil, il y a le fait de ne pas être jugé, il y a l'expérience de pouvoir être là exactement comme on est. Et parfois cette expérience-là est déjà profondément réparatrice. Parce qu'un système nerveux ne croit pas seulement les discours, il croit ce qu'il vit. Alors en séance, on ne cherche pas à forcer le lâcher-prise. On cherche d'abord à comprendre pourquoi il est difficile. On explore ce que le corps raconte, ce que le mental essaie de protéger, ce que l'histoire a appris. On avance doucement. On ne retire pas l'armure d'un coup. On regarde pourquoi elle a été nécessaire. Et petit à petit, on aide le corps à découvrir qu'il peut exister autrement. Avec un peu plus de respiration, un peu plus de souplesse, un peu plus de choix, un peu plus de repos, un peu plus de sécurité. Et si tu n'étais pas condamné à vivre ainsi? Et j'aimerais vraiment que tu entendes ça. Tu n'as pas besoin de devenir une autre personne. Tu n'as pas besoin de devenir parfaitement calme. Tu n'as pas besoin d'être toujours serein. Tu n'as pas besoin d'arrêter d'être sensible. Tu n'as pas besoin d'arrêter d'avoir peur. Tu n'as pas besoin d'arrêter d'avoir des besoins. Tu as simplement le droit d'apprendre autre chose, petit à petit, à ton rythme. Parce que la sécurité intérieure, ce n'est pas ne plus jamais être touché par rien. Ce n'est pas devenir invulnérable. Ce n'est pas devenir zen en permanence. La sécurité intérieure, c'est pouvoir traverser les tempêtes sans avoir l'impression que tout va s'effondrer. C'est pouvoir ressentir des émotions sans en avoir peur. C'est pouvoir demander de l'aide. C'est pouvoir se reposer sans culpabiliser. C'est pouvoir être imparfait. C'est pouvoir être humain. Et je trouve ça déjà immense. Je crois profondément que beaucoup de personnes n'ont pas besoin de devenir plus fortes. Elles le sont déjà, parfois même trop. Elles ont surtout besoin d'apprendre qu'elles ont le droit de ne plus l'être tout le temps. Le droit de déposer, le droit d'être soutenu, le droit de ralentir, le droit d'exister sans devoir tout mériter. Et c'est pour ça que je voulais commencer cette série d'été par ce sujet. Parce qu'avant le plaisir, avant la connexion, avant la confiance, avant la spontanéité, avant toutes les belles choses que l'on aimerait vivre, le système nerveux a besoin d'une chose, se sentir suffisamment en sécurité.
On ne construit pas une maison en commençant par le toit. On commence par les fondations. Et la sécurité psychique fait partie des fondations. Alors peut-être que cet été, la question n'est pas « comment je fais pour lâcher prise ?» Peut-être que la vraie question c'est « de quoi ai-je besoin pour me sentir un peu plus en sécurité ?» Pas parfaitement, pas tout le temps, mais un peu plus. Assez pour respirer, assez pour ralentir, assez pour ne plus porter tout seul. Assez pour commencer à habiter ta vie autrement. Et si tu t'es reconnu dans cet épisode, j'aimerais que tu repartes avec ceci. Il y a une raison à ce que tu vis. Tu n'es pas cassé, tu n'es pas faible, tu n'es pas paresseux. Tu n'es pas trop sensible. Tu n'es pas condamné. Tu as appris. Et ce qui a été appris peut évoluer. Peut-être que tu as porté un sac très lourd pendant très longtemps. Tellement longtemps que tu as fini par croire que ce sac faisait partie de toi. Mais tu n'es pas le sac. Tu es la personne qui le porte depuis longtemps. Et peut-être qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas de tout poser d'un coup. Peut-être qu'il s'agit simplement de commencer à regarder ce poids avec plus de douceur, plus de compréhension, plus de tendresse. Parce que ce qui peut se comprendre peut aussi se travailler. Je m'appelle Alice, je suis thérapeute psychocorporelle intégrative à Héricourt. J'accompagne les personnes qui souhaitent construire une relation plus douce, plus consciente et plus sécurisante avec elles-mêmes, leur corps et leur histoire. Et si ce que nous avons partagé aujourd'hui a résonné en toi, sache qu'il existe des chemins et que tu n'es pas obligé de les parcourir seul. Prends soin de toi et je te retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Alice te parle.